Salut Maxime, comment tu vas? Ça va et toi, Adrien? Ça va très bien, merci. Écoute, à l'heure actuelle, on est le 30 septembre, au moment où on enregistre ce podcast-là. Donc on approche de la fin de saison et c'est quand même le moment de faire le bilan de cette fin de saison, du coup, enfin de cette saison en règle générale. Quelles sont pour toi les étapes qui sont importantes à suivre pour faire ce petit bilan ce gros bilan même de fin de saison? Alors moi, traditionnellement, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est déjà, avant de faire le bilan avec mes athlètes, tu vois, je fais le bilan de... Bon, bah, je regarde un peu tout ce qui a été fait pour chaque athlète dans la saison, si, entre guillemets, ce qu'on s'était fixé a été réalisé, s'il y a eu des aléas, tu vois, si on est passé à travers d'un objectif, bah, pourquoi, en fait, on est passé, parce que je dis on, parce que je parle de la collaboration entraîneur-entraîné, sur le pourquoi du comment ça a marché et ou pourquoi du comment ça n'a pas marché. Et du coup, après, on arrive aussi sur bilan et sur qu'est-ce qu'on fait l'année d'après. Tu vois, vision court, moyen, long terme. Est-ce qu'on a toujours ce même type d'objectif? Donc, est-ce qu'on continuera ces approches l'année prochaine? Est-ce qu'on va retravailler différemment? Est-ce qu'au final, l'athlète aura toujours ses dispos? Et tu vois, ça va permettre de naturellement faire la transition entre saison 2025 et la saison 2026. Ça va être, est-ce qu'au final, bon, on se rend compte que l'athlète manque de volume et que ça va être toujours compliqué, donc quel levier on va pouvoir jouer pour aller chercher de la progression, ou au contraire, bon, en fait, l'athlète était étudiant et l'année prochaine, il n'a plus cours, et du coup, là, on va pouvoir augmenter la charge, etc. Tu vois, tous ces petits leviers-là, en fait, c'est le moment de brainstormer et de se dire, bah, qu'est-ce qui a été fait en 2025 et qu'est-ce qu'on va faire en 2026. Donc toi, en amont, tu vas regarder la saison dans sa globalité, dans sa la réalisation d'objectifs, dans ses moments hauts et ses moments bas, pour les exposer à l'athlète. Et lui, du coup, il va te faire son retour sur son ressenti ou quoi que ce soit, et dire, bah, en fait, tu vas commencer à discuter là-dessus, et finalement, c'est le moment de la coupure où le gars, il aura que ça à faire de discuter avec lui-même de ses objectifs et comment ça s'est passé, et en fait, vous allez prendre un petit temps au début de coupure pour développer ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour les athlètes que tu as déjà sous la main en 2025 ou ceux que tu travailles 2025, 2024, que tu as plusieurs années, en fait, ce bilan-là, il est quand même assez rapide à faire parce qu'au final, tu les as toute l'année sous la main, tu échanges avec eux presque quotidiennement, donc le bilan il est assez rapide à faire quand ça va pas, on est capable d'échanger, de remodifier le plan, de se dire bon on va là-dessus, telle course ça n'a pas été mais par contre j'ai celle-ci bientôt, est-ce que ça va le faire, etc. Donc ce petit bilan en fait il est assez facile à faire, tu le fais au fil du temps, euh, Mm. et moi tu vois c'est ce que j'aime bien, quand je place les temps d'échange, je préfère que l'athlète le fasse en début de coupure, comme ça en fait il sait que quand il a terminé sa coupure, on est sur la nouvelle saison. Parce que si Ouais. tu rattaques le sujet de l'ancienne saison après la coupure, tu vois, ça peut faire. La coupure psychologique, elle n'est pas forcément bien faite, on va dire. Donc, du coup, oui, j'aime bien, je préfère le mettre en amont, comme ça la Mm. tête passe sa coupure. Il sait comment on va attaquer 2026, parce que ça permet d'exposer pendant ce temps d'échange comment on va aborder le début 2026, et après, du coup, fin de coupure, on attaque. Ok. Et du coup, je suppose que dans le bilan que toi tu vas faire, tu vas lui exposer globalement comment tu as vu sa saison, quels chiffres, quelles métriques tu as vues. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ces métriques-là qui, toi, t'intéressent précisément pour faire un bilan? On pourrait penser par exemple au volume global, on pourrait penser à la répartition des intensités ou des qualités travaillées. Qu'est-ce qui t'a intéressé un petit peu à ce moment-là? Bah, t'as déjà bien résumé les métriques que je vais regarder. Je vais regarder du coup le volume hebdomadaire, le temps passé dans chaque zone, les périodes phares. Tu vois, oui, ok, on a eu des semaines à 25 heures, mais ça correspond à quoi? Est-ce que c'est les stages? Est-ce que c'est les courses? Les périodes, bah voilà, là on a plutôt eu des bons résultats. La tête a plutôt eu des bons résultats. On avait fait l'approche comme ça. Est-ce que tu penses que ça te colle plutôt bien? Est-ce que si tu te souviens en termes de charge, ça colle? Ou est-ce que tu étais vraiment dans une période creuse? Quand tu as des bracelets Whoop, etc., en fait, tu peux regarder en disant, bah, tu vois, en fait, on est monté en charge, mais derrière, tu es tombé malade. Et ces métriques-là étaient quand même dans le dur. Donc, tu vois, à surveiller en 2026, de peut-être pas trop monter en charge, parce qu'on sait que derrière, tu mets pas 4 jours pour récupérer, mais t'en mets 10. Donc, tu vois, de réajuster et d'avoir des petits leviers par-ci, par-là. Donc, tu vois, moi, je travaille avec Nolio, donc tout est centralisé sur Nolio, mais à côté, sur WKO, j'ai quelques charts que j'ai créé personnalisé pour pouvoir ajuster. Je vais aussi faire le bilan, tu vois, bah, PPR 2025 versus PPR 2024, PPR compétition, PPR entraînement, PPR chrono.
Tu vois, j'ai tout dispatché et aussi le profil de puissance record avec un certain nombre de kilojoules pour regarder la durabilité et surtout, du coup, pour remettre dans le contexte de quelle course va faire l'athlète. En fait, s'il fait jamais des courses qui durent très très longtemps, est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher cette durabilité alors qu'au final il n'en a pas besoin? Et inversement, un athlète qui fait des courses pro ou des courses UCI qui demandent qui demandent de sortir les watts après un certain nombre de kilojoules, bah oui, du coup je vais regarder ce PPR pour voir si déjà on a eu de la progression. Est-ce que cette durabilité est un facteur limitant? Est-ce qu'on va devoir mettre en place les choses? Donc tu vois, tout va rentrer en compte dans ce bilan pour pouvoir préparer ce qu'on va mettre en place pour 2026. Et du coup, dans la possibilité où c'est un athlète que tu connais pas du tout, quelles sont les étapes que tu vas suivre avec un nouvel athlète? Parce qu'on sait que à la fin de saison, les athlètes changent d'entraîneur à ce moment-là, parce que c'est finalement le moment le plus opportun pour leur progression, quoi. Alors c'est clairement dans la situation dans laquelle je me retrouve actuellement. Comme je vais récupérer une bonne partie des coureurs de Van Rysel-Roubaix. Et pour certains athlètes, j'ai déjà pris contact avec eux, mais sans rentrer plus dans les détails de l'entraînement, comme la saison n'est pas terminée, je ne veux pas influencer ou faire quoi que ce soit. Je commencerai le travail à partir de la coupure. Mais je sais que c'est les choses que j'ai déjà réfléchi sur comment je vais mettre en place. Je vais récupérer toutes les datas, toutes les sorties, etc. Donc ceux contre Training Peaks, c'est assez facile avec WKO, mais sinon je vais tout télécharger pour mettre dans WKO et ça va me permettre de voir en fait comment l'athlète a déjà construit sa saison en 2025, comment il roule, est-ce que c'est quelqu'un qui fait déjà des gros volumes ou est-ce que c'est un athlète qui fait pas tant de gros volumes que ça, est-ce qu'il a tendance à rouler fort, pas fort, quel type d'exo a été priorisé dans la saison. Donc, tu vois, ça c'est vraiment le côté généraliste de je télécharge tout, je regarde un peu les datas, etc. Et après, j'aurais besoin d'échanger avec l'athlète sur comment lui, il a vécu sa saison 2025. Est-ce qu'il a eu des moments où il était plutôt en très bonne condition ou est-ce qu'il a eu des moments où il a plutôt ramassé, il n'arrivait pas à sortir de la sensation, la période où j'ai pas des bonnes sensations, etc. Tu vois, d'avoir son retour perso à lui, parce qu'au final, moi, c'est ce que les données ne me donnent pas. Oui, ok, il peut peut-être avoir battu ses records à telle période, mais est-ce qu'il était plutôt en bonne condition ou est-ce qu'il subissait? Tu vois, tout ça, tout à prendre en compte. Et dans la mesure du possible, si je peux prendre contact avec leur entraîneur perso ou leur ancien entraîneur pour aussi creuser ce sujet-là et approfondir pour que l'entraîneur me dise bah ouais, on avait mis l'accent sur telle thématique cette saison pour lui faire passer un cap. Je pense qu'on a réussi. Par contre, pour moi, son point faible, c'est ça. Et tu vois, ça me permettra d'avoir les avis de différentes personnes pour creuser le sujet et rajouter ma patte dans la mesure du possible pour faire progresser l'athlète et tirer son niveau vers le haut. Ok, ça me fait penser un petit peu, tu discutes avec les entraîneurs, eux ils vont avoir une certaine vision parce qu'ils ont leur expérience, ils ont été formés de telle façon ou quoi. Comment tu fais quand tu te retrouves avec un nouvel athlète et que finalement tu as une vision un peu différente? Comment tu arrives à expliquer à un athlète, bah moi je fonctionne de cette façon-là, quoi, qui peut être finalement complètement différente de l'entraîneur qu'il avait avant, quoi. Ah bah je pense que je vais rencontrer cette situation très prochainement. En soi, on peut mettre 50 entraîneurs autour de la table, on aura peut-être un socle commun, mais on aura tous une philosophie plus ou moins différente. Et dans tous les cas, l'objectif, c'est d'embarquer les athlètes dans ma philosophie, d'expliquer comment je fonctionne, du pourquoi, du comment, d'avoir quand même ce côté éducatif. C'est pas des machines, ils travaillent pas à l'usine. L'idée, c'est pas forcément de faire à la lettre tout répliquer, mais c'est surtout de construire le meilleur modèle pour que l'athlète s'y retrouve et que moi je m'y retrouve. Donc oui, pour ceux qui travaillent, qui ont déjà l'habitude d'avoir des séances hyper construites, etc., il n'y aura pas de gros changements. Par contre, pour l'athlète qui peut-être avait un entraîneur qui travaille à l'ancienne, oui, d'avoir une plateforme aujourd'hui, de compléter, de mettre son RPE, d'avoir les watts, d'échanger un petit peu, tout ça, ça se construit et ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour moi, je pense que c'est la période la plus éducative, c'est dès que tu prends la relation avec l'entraîneur. Tu vois, dès que tu commences cette relation-là, là, il faut quand même être dispo pour l'athlète parce qu'au final, tu as ce côté éducatif, tu lui expliques un peu sa vision, lui va te poser les questions parce qu'il va dire tiens, j'ai pas compris ce que tu veux dire dans la séance. Il y a ce petit temps à prendre, on va dire, en début de collaboration, que après, une fois que tout est en place, ça roule. Donc oui, il y a tout ce côté-là éducatif, de faire comprendre comment moi je fonctionne, ce que j'attends de l'athlète. L'athlète va poser des questions en se disant est-ce que c'est vraiment ce que tu attends ou tu veux plus de détails, tu veux moins,
fais-moi tes retours aussi. Et au final, le modèle va se construire et s'ajuster au fur et à mesure. Et c'est là que tu poses la base de la bonne communication, les bonnes pratiques et tout ça pour la suite de l'entraînement, quoi. Bah, c'est ça, en fait, tu leur fais comprendre que tu es là pour les aider et que du coup, bah oui, ok, j'aurais peut-être accès à leur data, j'ai accès à tout, mais je peux pas tout deviner non plus si j'ai pas un minimum d'échange et que l'athlète reste dans son coin. J'ai beau envoyer un message tous les jours, c'est aussi à lui de, bah, quand ça va, il faut savoir le dire, mais quand ça va pas, il faut savoir le dire, il faut pas avoir peur de le dire, il faut pas avoir peur de communiquer. Moi, je suis pas là pour les juger ou quelque chose, je suis là pour les aider à progresser. Donc, tu vois, toute cette logique éducative progression, bah voilà, c'est un point hyper important. Et une fois que derrière c'est parti, ça roule. En fait, voilà. Mais oui, c'est un gros levier. Et ça, c'est ce qui est le plus dur, on va dire, à juger, jauger. Parce qu'au final, oui, on prend les watts, ok, on donne le temps dans chaque zone, etc. C'est assez facile parce que c'est ce qu'on mesure. Mais tout ce qu'on ne mesure pas, ces discussions, etc., bah, en fait, ça peut prendre du temps. Et c'est l'avantage de signer dans l'équipe, c'est que je vais pouvoir passer du temps avec eux sur le stage administratif, sur les stages, de discuter autre que par une webcam, que par téléphone, que par message. Et je vais pouvoir avoir des discussions qui sont quand même un peu plus poussées que ce que je pourrais faire en temps normal. Mais donc du coup, tu vois, on parle de discussion, etc. Mais en fait, il y a quand même la grosse différence entre un athlète que tu as déjà sous la main et un athlète que tu n'as pas sous la main. Un athlète que tu as sous la main, en fait, toutes ces discussions, toutes ces choses qu'on vient de dire, on les a déjà en place. On peut mettre, on a les datas, l'athlète sait comment je fonctionne, on peut faire le point, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors qu'un athlète que tu n'entraînes pas, il faut creuser un peu plus le sujet pour comprendre un peu comment sa saison 2025 s'est articulée. Donc ouais, à l'heure du bilan, le bilan est quand même assez général. C'est ok, qu'est-ce que tu as fait à l'entraînement, comment toi tu t'es senti, est-ce que tu as réalisé tes objectifs, tu as bossé là-dessus, mais par contre l'année prochaine on va t'as ça en place, donc ok, qu'est-ce que tu penses si on met ça en place, tu vois, c'est creuser le sujet. En fait, je pense qu'on peut faire 50 bilans différents. Et est-ce que ce genre de bilan-là, tu les ferais pas aussi un petit peu pendant la saison avec les athlètes que tu as déjà à l'entraînement? Ces Mais bilans-là, plutôt, on va dire mensuellement, plutôt de ok, bah après une compétition ou après tel événement, quoi. Bah, pour un athlète que tu as sous la main et que tu entraînes depuis plusieurs années, comme je te disais précédemment, le bilan, en fait, tu le fais au fur et à mesure. Comme en fait, tu as un échange permanent, que tu es dans l'individualisation, bah tiens, en fait, tu fais un point, tu fais une capture d'écran en disant, bah tiens, en fait, tu te rends compte la période qu'on vient de passer, là, on vient de faire tel truc, tu réalises l'objectif, bon, bah voilà, ce qu'on a mis en place, c'est ok, je te propose quelques jours de repos. Tu vois, tout ça, ça se fait de manière naturelle parce que tu as de la communication. On n'est pas sur du programme tout fait où tu as balancé 8 semaines de programme et voilà, ça roule. Quand tu bosses et que tu ajustes les plans d'entraînement, en fait, c'est ça, ton plan d'entraînement, tu l'ajustes parce que limite, tu peux faire ton bilan à la fin de chaque semaine. Bon, bah, ok, ça va plutôt bien, les sensations sont bonnes, bon, ok, on peut continuer à mettre de la charge parce que ta prochaine cible, c'est là et on a un peu de temps. Au contraire, tu me dis que t'es pas top, t'as mal aux jambes, c'est du compliqué, on réajuste. Donc, tu vois, ce bilan-là, oui, on le fait au fur et à mesure de la saison. On sait où on va, toujours la vision court, moyen, long terme. Donc tu vois, on ajuste au quotidien, ce qui fait que ce bilan de fin de saison, il est quand même assez rapide à faire. Ok. Et du coup, en tant qu'entraîneur, toi, c'est une période qui va être chargée, on va dire, au moment de la fin de saison, parce que tu as tous les bilans à faire avec tous tes athlètes. Donc, mine de rien, bah, faut presque sortir un PDF avec, bah, écoute, voilà, moi, pour toi, je t'ai vu ça toute la saison, voilà ce que je te présente, et tu vas commencer à brainstormer avec l'athlète. Mais du coup, à partir du bilan de fin de saison, tu vas avoir un petit peu plus de temps, peut-être. Quels sont, pour toi, les conseils que tu pourrais apporter aux autres entraîneurs qui auraient un peu plus de temps pour les faire aussi progresser, parce que c'est aussi l'intérêt pour les entraîneurs de progresser. Alors, c'est la période aussi où je me fais mon petit bilan perso, parce qu'au final, c'est la période où, bah, après, les athlètes rentrent en coupure, donc c'est là où on va dire on a un peu moins de charge de travail, même si parmi le panel d'athlètes que j'ai, il y en a qui font du cyclocross, etc. Donc, j'ai jamais vraiment de coupure où j'ai aucun coureur qui s'entraîne. Mais c'est la période où, déjà, je vais me poser la question sur ma méthodologie de travail. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus productif? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, à corriger? Par exemple, je sais que c'est quelque chose que je me suis noté, de retravailler ma bibliothèque Nolio de séance. Parce que j'ai certaines qui ont des appellations comme ça, d'autres comme... Tu vois, j'aurais uniformisé pour que moi, au final, quand je cherche ma séance, si je tape la thématique, je retrouve
dans toutes les séances qui ont cette thématique dans le titre, je la retrouve. Alors que là, tu vois, j'ai pas forcément cette hiérarchisation qui est très propre, quoi. Donc j'aurais retravaillé ça. T'as aussi la période où je vais creuser sur WKO pour peut-être remodifier, ou tu vois, j'ai des idées de vouloir faire des charts pour peut-être voir quelque chose ou pas du tout. Sauf que dès que tu te plonges dans modifier des charts, etc., il y a un moment dans ta tête, tu dis tu vas passer un quart d'heure, et au final tu relèves la tête, ça fait 2 heures. Donc en saison, on va dire que j'évite de faire ça parce qu'au final tu te retrouves sur j'avais prévu ça c'est aujourd'hui, et à la fin t'as fait qu'un tiers de ta journée et t'es dans le jus pour les autres jours. Donc là je vais prendre le temps de, tu vois, différencier. Là tu vois, j'ai eu des coureurs qui ont eu des compétitions de gravel, du coup j'ai fait une charte pour différencier toutes les sorties gravel pour qu'elles ressortent du PPR route, home trainer, etc., et je suis que sur le PPR gravel. Ça a été vite à modifier parce qu'en fait j'ai juste modifié celle de chrono pour la bascule en mode gravel, mais en soi, après derrière sur les modélisations de charge, etc., en fait tu peux toujours ajuster dès qu'il y a une étude. Tu peux essayer de faire quelques petites lignes de code par-ci, par-là, mais ça prend vite du temps. Donc oui, je profite de cette période-là où j'ai moins de programmes et séances à analyser pour prendre ce temps personnel pour modifier et d'ajuster pour, en fait, dans tous les cas, être encore meilleur lors de la reprise et pour essayer de faire encore plus progresser les athlètes sans que ça les pénalise. Parce que si tu changes un peu ta nomenclature en cours de saison, tu vois, ils vont se dire bah tiens c'est bizarre, il écrit plus pareil, etc. Alors que là tu repasses sur une nouvelle saison, tu peux apporter des nouvelles écritures, du nouveau contexte dans tes séances, et eux ils repartent, tu vois, ils se disent bon voilà, nouvelle saison, il écrit différemment, mais c'est plus logique qu'en pleine saison. Tu peux aussi peut-être faire évoluer tes connaissances un petit peu dans l'entraînement. Pour toi, ça passerait par quel type de contenu aller chercher pour améliorer tes connaissances en entraînement en règle générale? Alors tout simplement, il y a tout le contenu Cyclisme Perf Academy, hein, il y a tous les Évidemment. podcasts à écouter, il y a nos formations, il y a les articles de blog, et en fait, personnellement, moi je suis curieux, donc tu vois, sur les réseaux aujourd'hui, sur YouTube, il y a quand même pas mal de contenu sur l'entraînement, il y a tout ce qu'article scientifique avec ResearchGate où au final, on a quand même accès assez facilement à la littérature scientifique. Après voilà, faut prendre le temps, faut analyser, tu vois, c'est quelque chose que j'ai commencé aussi dans mon dossier téléchargement, j'ai un dossier article à lire, et j'avais quand même pas mal d'articles que j'ai accumulés, et il n'y a pas longtemps j'ai juste pris le temps de relire les abstracts et de dégager en fait ceux qui ne sont pas intéressants, pertinents. Ils ont peut-être un bon titre, mais quand tu regardes la méthodologie avec des sujets sédentaires, en fait dans tous les cas aujourd'hui quand tu es face à des athlètes de haut niveau, tu sais très bien que le sédentaire ça va pas forcément coller avec le haut niveau. Donc j'ai déjà trié tous ces articles là, et je vais prendre le temps d'aller lire et de creuser les articles sur lesquels j'ai envie d'approfondir. Donc le contenu Oui, c'est la scientifique. période. En fait, c'est la période où tu peux essayer de faire plein de choses pour te faire progresser à titre perso, parce qu'en cours de saison, c'est quand même un peu plus compliqué quand déjà tu vas pas forcément tenter de remettre quelque chose en place en pleine saison avec un athlète alors que t'es pas sûr d'être pas sûr que ça fonctionne. Donc du coup là vaut mieux prendre le temps de lire, de creuser le sujet, de prendre des notes, de dire bah tiens en fait je peux essayer de mettre ça à la place en reprise avec lui parce que ça peut coller, et t'es capable de réajuster qu'en pleine saison, quand tu as des compétitions chaque week-end, c'est un peu plus compliqué, on a beaucoup moins de leviers pour réajuster. Mais oui, ma méthodologie de travail, je pense que j'ai la même depuis que j'ai commencé à entraîner, donc depuis 2017, tu vois, de faire les planifs à la semaine, chaque lundi, etc. Mais j'ai optimisé sur tous les à côté. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une page Notion pour l'ensemble, pour chaque athlète. Comme ça, en fait, je mets, dès que je fais la planif, je réactualise la date jusqu'où ma planif est faite. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier un athlète. Et je peux aussi mettre les dates quand j'ai une séance clé. Bon, bah, ok, tu vois, le lundi, j'ai mis ma planif, elle est faite jusqu'au dimanche ou lundi d'après. Mais par contre, j'ai une petite note pour dire, bah, attention, lui, j'ai vraiment une séance clé à regarder mardi. Donc, tac, je mets la date de mardi pour dire, bah, tiens, en fait, demain soir, faut pas que j'oublie de regarder ou de faire un débrief pour lui dire, bah, ok, tu vois, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, c'est cette page Notion-là. Alors qu'avant, j'avais un fichier Excel par athlète. Et en fait, c'était un peu l'usine à gaz de retourner dans le dossier, rechanger de fichier Excel, etc. Alors que le Notion, c'est assez fluide. Et sur mon téléphone, je l'ai aussi. Donc, tu vois, j'essaye vraiment d'optimiser tout ça. Ok. Donc, tu vois, c'est tous les petits outils que tu as à côté et au final qui te font gagner du temps et qui font que théoriquement, à la fin, tu as un travail plus efficace. Bon, ça, après, c'est en fonction de l'organisation de chacun d'essayer des choses, en fonction des plateformes aussi.
Tu vois, toi, tu utilises beaucoup Intervals, donc tu vois, t'as pas forcément Ouais. la bascule Nolio WKO, donc tu as moins cette prise de tête-là. Mais moi, en fait, comme j'aime bien avoir des choses que j'ai uniquement sur WKO, en fait, j'ai pas le choix de creuser ce sujet-là pour être le plus fluide possible, de télécharger mes séances, etc., pour que je puisse faire ce que je veux sur WKO. Pour WKO, tu les importes en fit. Ouais, ouais, Ouais. bah là, en fait, chaque semaine ou dans la semaine, je télécharge les sorties. Tu vois, je fais un export manuel de telle date à telle date et après j'importe dans WKO. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais en fait, j'ai pris cette habitude-là qui fait qu'aujourd'hui, en soi, c'est pas forcément une contrainte, c'est juste quelques clics supplémentaires. Mais voilà. Oui, puis tes quelques clics supplémentaires quotidiennement, on va dire, finalement, à la fin de la saison, quand tu veux faire justement ton bilan là, il se fait rapidement, quoi. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Et comme ça, j'ai mes charts que je veux regarder, en plus de celles de Nolio qui sont assez faciles à accéder. Tu vois, l'athlète, en fait, il voit les mêmes choses que moi sur Nolio. Le Mm. temps passé dans chaque zone, le volume hebdomadaire, tout ça, il l'a assez facilement. Mais moi, en fait, j'en ai, tu vois, les PPR fatigue, on les a pas sur Nolio. Là, Mm. je les ai là-dessus. J'ai bien distingué PPR entraînement, PPR course. Comme ça, en fait, là, sur WKO, j'ai une charte, j'ai une page, c'est que les compétitions. J'ai le PPR course, j'ai toutes les courses de la saison avec le PPR sur les durées bien précises, les puissances moyennes. J'ai rajouté, tu vois, j'ai rajouté deux trois trucs qui font qu'en fait, en un coup d'œil, Et du j'ai tout coup, sous la main. sur Nolio, tu fais une lecture vite fait, entre guillemets, de la séance. Tu regardes comment s'est passée la séance, quels sont les watts développés ou tout ça. Et après, tu vas analyser l'entièreté des séances sur WKO. Mais tu vas pas Ouais, c'est ça. analyser sur WKO une séance spécifique. C'est ça. Sur Nolio, j'ai voilà, le travail de base, planifier les séances sur le calendrier prévu, analyser les séances de manière assez rapide et j'ai ça dès que les séances sont terminées. J'ai aussi tout ce qui est métrique de charge, dynamique de charge, Foster, Kogan, le Trimp, les TSS, etc. Tout ça, c'est implémenté dans Nolio. Donc en soi, j'ai tout sous la main sur mon navigateur, j'ai pas besoin de rechanger de page, etc. Et sur WKO, en fait, j'ai toutes les charts supplémentaires que je ne retrouve pas sur Nolio. En fait, c'est un outil Mm. complémentaire. C'est pas redondant, sinon je perdrais pas le temps à tout basculer sur Ouais. WKO alors que j'ai déjà tout sur Nolio. J'ai vraiment ce que je cherche à creuser. Tu vois, par exemple, quand tu fais des exos premier seuil ou second seuil, j'ai des exos qui analysent la fréquence cardiaque, tu vois, qui divisent ton bloc en deux pour savoir si tu as une dérive cardiaque entre le premier bloc et le deuxième bloc. Idem sur la cadence, idem sur la puissance. Tu vois, tu as WKO ont une petite variable par rapport à puissance critique, etc. Et eux, ils ont une charte un peu différente sur comment la séance, tu vois, les intensités, etc. Quel effet a sur le réservoir énergétique. Donc, tu vois, ça peut être complémentaire sur la puissance critique et le W'. Mais vraiment, j'utilise vraiment WKO comme un autre outil que j'ai à ma disposition et je vais piocher dans WKO quand j'ai besoin d'un truc en particulier. Tu vois, c'est pas mon outil numéro un. Je pense que Mm. je passe la majorité de mon temps sur Nolio sur la journée, mais WKO est un outil secondaire comme on a Stamina Analytics, où au final on a Ouais. des outils comme soit calculer tout simplement la puissance critique avec 1, 2, 3, 4, pardon, 2, 3 ou 4 tests, pas un test, sinon c'est pas une puissance critique. Ouais. Il y a aussi la possibilité d'analyser les tests physio. Là bientôt il y aura la possibilité de faire de la prédiction, tu vois ce qu'on échangeait hier par message, la Ouais. prédiction de puissance en fonction d'un parcours, etc. Donc tu vois, ça reste des outils supplémentaires que tu n'utilises pas forcément au quotidien en tant que numéro un, mais dans tous les cas c'est toujours bien d'avoir ces outils-là à sa disposition. Et je pense que du coup, la période de coupure et fin de saison est la période charnière pour un entraîneur de prendre en main cet outil-là, parce que dès que tu arrives en saison, si tu maîtrises pas ton outil, tu perds énormément de temps et t'es pas sûr, tu vas filer à un athlète tes données ou les données d'un truc que tu ne maîtrises pas et ça fait un peu brouillon quoi. Finalement, c'est le moment d'essayer des choses en règle générale parce que t'as du temps et s'il y a des erreurs qui sont faites sur un athlète, elles sont rattrapables un petit peu plus, enfin, Ouais, c'est ça. pour plus tard quoi. Oui, non, oui, c'est La ça. saison est plus tard. Dans l'idée, c'est ça. Tu vas pas utiliser perso, je changerai pas de plateforme ou de logiciel en pleine saison en me disant, en fait, du jour au lendemain, je bascule parce que déjà, ma routine et ma méthodologie de travail, je pense que je perds du temps et je me retrouverai un peu perdu. Et pour l'athlète, pareil, en fait, il est habitué à utiliser une plateforme, tu le formes, tu lui imposes un peu ta méthodologie de travail avec telle plateforme, et arrivé au mois d'avril, tu lui dis, en fait, on n'utilisera plus nos lieux, on va basculer sur X ou Y plateforme, et à partir de maintenant, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a rien de tel un peu pour le perdre un peu au début, sauf si l'athlète est friand on va dire, de changement. Il y en a un
parmi 20, on va dire. Mais sinon, Ouais. ouais, je pense que c'est la période idéale pour, dans tous les cas, quand tu reprends avec l'athlète, c'est la période, voilà, c'est parti et il faut mettre en place le process, quoi. Ouais, donc apporter toutes les nouveautés après cette période de coupure-là, et tant bien, on va dire, du software, mais aussi de tout ce qui peut être un petit peu matériel ou quoi, ça va être le moment de s'intéresser à tout ce qui va être progression, donc on parlait d'un peu méthode d'entraînement, mais aussi progression en termes de matériel ou quoi, histoire de commencer sur des nouvelles bases, donc c'est le moment de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'athlète pour la nouvelle saison, quoi, en termes de Ah mais c'est matériel. ça, c'est ça. Et si on revient un peu sur la partie logiciel matériel, bah, dans mon bilan, dans les athlètes que je ne connais pas encore, bah déjà, il faut que je pose aussi la question de quelle plateforme ils utilisaient avant et je leur explique aussi quelle plateforme on va utiliser pour la saison à venir. Tu vois, c'est quand même important. Quand certains, tu vois, là j'ai un coureur de Roubaix qui m'a filé son Training Peaks. En fait, oui, il a ses données depuis 2014 ou 2015 dessus. Donc oui, j'ai récupéré 10 Ouais, ans de mine données. d'or. J'ai récupéré 10 ans de données. Donc là, moi, je lui ai expliqué que l'équipe va travailler sur Nolio. Donc oui, il peut garder Training Peaks à côté, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Nolio, ça va être notre outil numéro un. Même si derrière, du coup, avec WKO, je suis connecté à son compte Training Peaks, ça automatise le téléchargement. Mais voilà, tu vois, tu as cette discussion-là. Et tu as aussi la discussion de matériel. Bah voilà, quel capteur de puissance tu utilisais en 2025 quel capteur de puissance tu avais il y a 2 ans, 3 ans pour qu'au final, quand tu confrontes un peu les PPR, bah, tu te rends compte que oui, il y a peut-être des différences, mais attention, mon gars, t'as pas le même capteur entre temps. Ce capteur-là, il avait tendance à un peu sous-estimer sur les sprints, alors que celui-ci, tu sais qu'il est plus 10 watts, plus 15 watts que la moyenne. Et encore, même avec une même paire de pédales à Sioma, je pense que tu peux avoir quelques écarts de watts, tu vois, pour un même athlète. Donc, Mm. tu vois, ça, c'est tous les trucs à garder en tête. Et donc, du coup, on arrive sur 2026 en disant, bon, bah, ok, tu me dis que tu vas changer de vélo. Donc, essaye de l'avoir le plus tôt possible de ta reprise pour qu'au final tu puisses faire ton étude posturale si tu as besoin d'en faire une, mais surtout prendre l'habitude de ne pas arriver à 15 jours avant les courses, de changer de position et de traîner une blessure par la suite. Quel capteur de puissance tu auras? Ok, bon, on connaît ton profil de puissance record, mais par contre, c'est pas impossible que tu n'arrives pas à atteindre tes records. Ou inversement, c'est pas impossible que tu pètes tous tes records rapidement. Ouais. Ça peut être, oui, ça peut être signe de progression, comme ça peut être juste, bah oui, t'as pas le même capteur que l'année dernière, celui de l'année dernière est sous-estimé ou celui-ci surestime un petit peu. Donc voilà, l'important c'est que cet outil soit reproductible au quotidien et qu'il soit fiable. Mais en soi, comparé avec un autre capteur, on prend Mm. quelques petites pincettes, on prend un peu de recul pour se dire, bon bah voilà, on fait gaffe un peu au matos. C'est pas parce qu'il y a marqué 1% que c'est tout le même 1% à chaque fois Ouais, et puis entre les capteurs. t'es pas à l'abri qu'aujourd'hui ton capteur il a une mauvaise calibration, il va te surestimer toute ta séance, alors que l'année dernière, tu vois, donc les capteurs Shimano qui avaient eu quelques difficultés. Moi j'ai déjà eu des athlètes avec des pédales à Sioma qui, quand les roulements commencent à être un petit peu rincés, t'as des petites surestimations sur les sprints, sauf que bah du coup, oui, t'as toujours le doute de bah ouais, t'as battu tes records, mais regarde tes pédales, est-ce elles ont pas un peu de jeu, est-ce qu'il n'y a pas un petit défaut par ici ou un petit défaut par là. Donc tu vas toujours prendre ce recul-là, et ça dans le bilan c'est hyper important de trier aussi le PPR. Tu vois, j'ai commencé aussi hier pour 2 athlètes que je récupère. Et j'ai enlevé des valeurs où je me suis dit, bah, en fait, non, je préfère les enlever du PPR parce que j'ai un doute. En fait, quand je regarde la courbe, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Mm. Pas à ce moment-là. Et tu vois, pareil aussi sur le cardio. Quand tu as Ouais. besoin quand tu as besoin de la FC max un peu pour estimer un peu les zones, bah, il y a vraiment, en fait, tu regardes le cardio, tu dis, bah ouais, tu as 199 BPM en max et tu regardes là où il se retrouve dans la course ou dans l'entraînement. L'athlète, il a 90 tours minute à 200 watts et il a 199 BPM. Donc si tu regardes juste la valeur max dans ton profil cardiaque, comme le PPR, mais pour le cardio, 199, ça paraît pas déconnant. Par contre, tu cliques dessus, tu regardes la séance, tu dis, bon, en plein milieu de la séance, une séance endurance où il y a zéro intensité, bon, bah, ce pic à 199, je le fais sauter. Alors qu'au Et final, le mec, puis, il est peut-être qu'à 196, mais mine de rien, on connaît la variabilité de la fréquence cardiaque. Si tu rajoutes 4 pulsations, c'est pas grand chose, mais ça fait des petites diffs quand même. j'allais apporter, faut pas non plus, enfin, on apporte une grosse rigueur sur la précision des capteurs de puissance. Faut faire attention aussi à la précision des capteurs de fréquence cardiaque et même la méthodologie dans laquelle ils fonctionnent ou quoi. Je trouve que c'est pas assez vulgarisé. Attention, on sait qu'il y a des marques, c'est une moyenne sur 5 secondes, genre. Non, non, c'est clair. De toute façon, il y a Quelle des est la filtres. précision de ce capteur-là? Et même les Et je capteurs trouve et compteurs, ils filtrent. Donc, tout, ouais. dans tous les cas, les capteurs sont en 1 Hz. Donc, et ton compteur enregistre à une donnée seconde aussi. Mm. Mais
en fonction du moment où il envoie la donnée sur le tour de manivelle, ça peut être au moment où tu as le pic de force ou au moment où tu as la manivelle en bas. Donc du coup, dans une seconde, en sachant que quand tu pédales à 90 tours minute, tu es à plus de... T'as 90 tours par minute, tu vois, t'as plus de 90 tours sur 60 secondes. Donc dans tous les cas, il y a quand même quelques données dans la nature et tu peux perdre, tu vois, les grosses valeurs, par exemple sur un sprint. Et donc là, c'est aussi l'importance de ton capteur de puissance. Donc on pourrait en faire un podcast complet. Mais tu avais commencé à en discuter avec le gars qui bossait à la FFC, Emmanuel Brunet, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous aviez commencé à en discuter avec les capteurs qu'ils ont développés. C'est pour ça qu'ils ont développé un capteur qui ne perdait pas leurs données avec une grosse fréquence, un enregistrement sur carte SD sur les sprints par rapport à la thématique et par rapport à ce qu'ils cherchent à mesurer. Et ils n'avaient pas le choix d'apporter un capteur avec beaucoup plus de précision pour pas avoir dans la nature. Nous, sur route, voilà, on est limité par le fait qu'on est sur du 1 Hz. Mais là, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, peut-être ton capteur, tu n'as pas envoyé ta plus grosse Pmax. Hein, parce qu'au final... quand il pédale et que tu as ton pic de puissance, oui, il moyenne dans tous les cas. Donc, il y a un filtre par-ci, par-là. Donc, ça permet de remettre le contexte un petit peu de tout ce que tu as fait dans la saison, de le remettre avec un capteur, un capteur de puissance, un capteur de fréquence cardiaque, un compteur. Et à partir de là, on est beaucoup plus précis quand on veut comparer les saisons surtout, quoi. Ça reste un outil qui permet de mettre en face de l'athlète ce qu'il a produit lors de ces séances, lors des mois d'entraînement, lors des cycles d'entraînement. Ok, on a mesuré comment il s'entraînait. Voilà. Et derrière, on confronte un peu avec tout ce qu'on peut avoir sur les thématiques qu'on avait mis en place, là où tu allais, qu'est-ce que tu avais ciblé, pourquoi tu avais mis en place tel type de séance. Donc du coup, tu vois, ça peut être ça, c'est les discussions que je vais avoir avec l'athlète, mais aussi son entraîneur. Pourquoi vous avez fait ça, dans quel objectif, dans quelle optique. Est-ce que pour toi ça a marché, est-ce que l'athlète est répondant à ce type de sujet. Voilà, vous avez essayé un stage en altitude, il était parti sur combien de temps, 15 jours, 20 jours, 25 jours, comment il l'a vécu, tu vois, parce qu'au final derrière tu te dis l'année prochaine il veut en faire un, mais il veut partir plus court, l'année dernière il a essayé, ça n'a pas marché, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, en fait tous ces trucs là, cette période de l'année, ce bilan, c'est le moment en fait de prendre toutes les infos, tu prends ton cahier, tu notes tout, ta page Notion, tu notes tout un peu sur l'athlète, comme ça au fur et à mesure de la saison, tu es capable aussi d'aller repiocher dedans en disant en fait l'année dernière il avait essayé de mettre ça en place, ça fonctionnait, ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'on continue dans cette dynamique, est-ce qu'on change, est-ce qu'on bascule, parce que non plus, il ne faut pas non plus casser l'athlète s'il est habitué à faire quelque chose qui marche, est-ce que ça vaut le coup de vouloir absolument lui enlever cette chose qui marche pour lui faire X choses, tu vois. Et puis aussi, j'allais envoyer l'idée que c'est aussi le moment de discuter avec, du coup, toi, l'équipe, les dirigeants, les autres entraîneurs aussi ou quoi, pour savoir dans quelle direction vous allez et pour commencer à l'exposer à l'athlète aussi, la direction de l'équipe. C'est ça, et c'est aussi, donc du coup, pour les athlètes que je n'aurai pas à l'entraînement, je vais faire le lien aussi avec les entraîneurs, tu vois, pour avoir une relation, on va dire, tripartie, pour surtout faire passer les infos que si l'équipe a besoin de ce coureur dans tel rôle, il faut que l'entraîneur soit aussi capable de préparer l'athlète pour tenir ce rôle. Ok, d'un côté, tu vois, j'ai connu cette situation quand j'entraînais Enzo ou Jordan, quand ils étaient à Nantes. En fait, oui, j'avais le directeur sportif ou l'entraîneur de la structure qui m'appelait pour me dire voilà ce qu'on attend de Jordan, voilà ce qu'on attend de Enzo cette année. Parce que tu vois, quand t'es pas dans l'équipe, t'as quand même, l'athlète te fait passer des infos, mais l'équipe aussi te fait passer les infos, t'es un peu au milieu des deux. En plus, c'est l'athlète qui te rémunère, donc tu vois, t'es là pour aider à faire progresser l'athlète, mais t'as aussi, il faut que l'athlète aussi il corresponde à ce que l'équipe. C'est l'équipe qui paye l'athlète. C'est l'équipe, voilà, il est salarié, donc voilà, il y a cette relation-là, et donc ça va être aussi nouveau pour moi à découvrir, parce qu'au final, moi j'ai connu l'autre côté, mais là du coup c'est moi qui vais devoir contacter, etc. Donc tu vois, dans ces bilans-là, de prendre contact avec l'entraîneur, de prendre contact avec l'équipe, ça va le faire, mais du coup quand tu es entraîneur ou coureur et que tu intègres une nouvelle équipe, je pense que aussi c'est la période aussi de prendre contact avec ton futur directeur sportif, le futur, peut-être, il y a peut-être un entraîneur référent dans l'équipe, mais vraiment de faire le lien, de faire le point avec tout le monde pour que quand la saison se lance, tu te poses plus la question de je connais pas machin, s'il me dit qu'il faut pas que je fasse ça, tu vois, prendre le max d'infos, quand est-ce qu'il y aura les stages, etc. En fait, pour que quand ta reprise elle arrive, tu sais les éléments importants ou les éléments clés qui arriveront assez rapidement, et ça t'évite de partir dans une thématique ou de monter en charge alors qu'au final 15 jours après tu as un premier stage où vous n'allez pas faire de vélo, tu vois,
d'avoir une certaine cohérence et un fil conducteur. Ok Maxime, et bah écoute, est-ce que tu as des points à rajouter ou pour conclure un petit peu ce petit épisode de podcast? Alors conclure, en fait, je pense qu'aussi l'athlète, tu vois, on attend beaucoup de l'entraîneur, mais aussi l'athlète doit aussi se poser et se dire, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que j'attends de mon entraîneur, tu vois, de, de faire le point. Moi, je pense que, tu vois, c'est une réflexion que je me fais de plus en plus, mais tout ce qui est échange et communication, c'est quand même quelque chose qui fait progresser l'athlète. Donc oui, il faut qu'il prenne du plaisir à l'entraînement, il faut qu'il soit impliqué, mais la communication, elle est hyper importante. Donc du coup, il y a aussi le travail de l'athlète de se dire, en fait, voilà, qu'est-ce qui a marché cette année, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai pas apprécié, et d'échanger. En fait, voilà, faut pas se dire l'entraîneur va mal le prendre. Au contraire, quand tu échanges, tu sais où, voilà, ça permet d'encore améliorer encore plus la relation de confiance. Et l'objectif, dans tous les cas, c'est de faire progresser l'athlète. Donc, si l'athlète peut prendre ce petit temps-là avant la coupure, ou même si après la coupure, à la rigueur, voilà, il a potassé pendant 15 jours en disant, en fait, voilà, il y a des choses que je ne veux pas, absolument pas refaire en 2026. En fait, il vaut mieux peut-être le dire dès le début que de ne pas le dire et se retrouver à être imposé à refaire les choses que tu ne veux pas faire. Donc, Et le puis bilan, il doit être fait un peu. ça démontre que l'athlète est assez impliqué dans son projet de acteur perf. de son projet, quoi. Et ça, si aujourd'hui il y a des choses qui sont hyper importantes, ok, il faut avoir des watts, hein, on peut pas le cacher. Il faut des watts, il faut être impliqué au quotidien, il faut être motivé, prendre du plaisir, avoir une relation, tu vois, entraîneur-entraîné qui est quand même importante, hein, savoir faire ses retours quand il faut les faire, mais surtout être impliqué dans son projet de perf. Parce que celui qui est pas impliqué, il va faire les trucs par-ci, par-là, un coup il va les faire bien, un coup il va pas les faire bien, et ça, sur du moyen long terme, la différence, elle va se faire. Ok, très bien. Eh ben écoute, Max, je te remercie. Et puis Pas de souci. je te souhaite une bonne On clôture du coup ce chapitre de la saison avec, on aura du coup de la coupure jusqu'à le bilan de fin de saison. Et puis en passant par toutes les étapes, et ben merci beaucoup Maxime. Pas Et de souci, puis Adrien. je te souhaite bon courage pour Van Riesel et puis à la prochaine. Merci, bonne journée. Salut. Ciao.